Bonjour, j'espère que tu vas bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler avec toi concernant l'agriculture de conservation. Je ne sais pas si c'est un thème qui te parle. Donc ici, nous allons parler de comment protéger tel que les sols afin de favoriser la biodiversité. Donc reste que sur le bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier de cette connaissance-là. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. C'est afin de te partager mes astuces techniques business, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur la culture de la Garcinia Cola, communément appelée Bita Cola ou sa petite cola, sur la culture du Risinendondon et Loti, communément appelé Arpi ou Swanjansan, culture de la Cola Communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à moi, dont je mettrai sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business et diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture de conservation. À chaque fois ici, je vous parle, lorsque je fais des directs ou je fais des vidéos, je vous invite à chaque fois, pour ceux et celles qui sont intéressés à le domaine agricole, de s'intéresser au sol, de s'intéresser à la thématique agriculture de conservation. Donc, j'ai fait le choix de faire une vidéo concernant ce thème-là, afin de pouvoir interpeller chacun et chacune de vous. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous vous intéressez à l'agriculture, mais vous ne vous intéressez qu'à la partie agronomique. Et même encore, la partie agronomique n'est pas assez maîtrisée. Alors que la pièce maîtresse, la partie maîtresse, c'est le sol. Donc, on ne pourra pas parler du sol sans prendre certaines références. Il faudrait qu'on sache pourquoi est-ce que nos sols sont morts. Vous m'entendez toujours à chaque fois dire que les sols sont morts, surtout les sols occidentaux. Parce qu'on a assez de recul aujourd'hui avec l'agriculture industrielle pratiquée ici en Occident. On a assez de recul. Les sols sont morts. Oui, quand je dis les sols sont morts, je sais que vous êtes en train de me dire, mais les sols meurent comment, Thierry? Comment on peut dire qu'un sol est mort? Donc, je vais essayer sur cette vidéo de t'expliquer. Donc, je veux que tu suives attentivement, que tu prennes le temps de suivre. Les parties où tu ne comprends pas, que tu fasses un rappel, tu reviennes, ou j'aurai aussi le temps longuement de faire des directs dessus. Donc, comment est-ce qu'on a pu tuer nos sols? Il faudrait qu'on se remonte à la genèse. L'agriculture se faisait comment avant? L'agriculture avant, c'était une agriculture agro-silvopastorale. Donc, je m'explique. C'était une agriculture où, sur le même espace, on avait des arbres, il y avait des cultures, il y avait des animaux. Donc, on cultivait, c'est-à-dire que sur circuit fermé. C'est dans les années, c'est-à-dire que 50, voire 60, que l'agriculture aujourd'hui, ici, je parle ici en Occident, parce que la référence, c'est l'Occident. L'agriculture occidentale s'est industrialisée. Donc, on est venu, on a mécanisé. Oui, la science est introduite. Au niveau des semences, ils ont trouvé des meilleures variétés de semences à haut rendement. Ils ont introduit que les engrais chimiques pour doper le rendement. Et l'agriculture aussi s'est mécanisée. Donc, c'est ces trois éléments qui sont venus comme ça booster parce qu'au sorti, c'est-à-dire que des années 50-60, il fallait lutter contre la faim. Donc, il fallait produire massivement. Voilà comment l'agriculture s'est industrialisée et voilà comment l'agriculture s'est retrouvée aujourd'hui en train plutôt d'être une agriculture industrielle telle que basée sur la chimie. Et quand je dis industrialisée, vous voyez, quand on dit mécanisée, c'est des engins lourds, les tracteurs qui viennent retourner la terre. Suis bien. Je fais cette introduction pour que tu comprennes à partir de quand l'agriculture s'est retrouvée aujourd'hui industrialisée, à partir de quand les sols se sont retrouvés en train d'être agressés. Parce qu'à l'époque, les paysans travaillaient avec la charrue, dans les vaches, dont les sols n'étaient pas agressés. Donc, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour protéger ces sols? Les sols se sont retrouvés aujourd'hui très agressés parce qu'avec les engins lourds, les tracteurs, on retourne le sol. Et pour pouvoir faire cette agriculture industrielle,
ils ont taillé les haies, ils ont abattu tous les arbres, ils ont aplani les sols pour que les engins puissent fonctionner. C'est ça qui entraîne aujourd'hui la destruction massive des sols. C'est ça qui fait que les sols sont morts. Parce qu'il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus d'humus dans le sol, il n'y a plus la matière organique dans le sol. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour protéger nos sols? Comment est-ce qu'on peut faire aussi au niveau de l'Afrique pour éviter les l'hécatombe? Parce qu'en Afrique aussi, que les sols sont en train de mourir parce que vous voyez qu'on n'a pas les mêmes sols. Ici, ils sont dans les sols tempérés. Nous sommes dans les sols où l'activité biologique est intense. Vous voyez que lorsqu'on abat les arbres, hein, les bactéries minéralisent rapidement l'humus et voilà comment on perd notre humus et c'est le sable qui reste. Comment est-ce qu'on peut donc protéger? Et cette technique aussi peut être valable pour les zones arides. Vous voyez qu'en Afrique, nous ne sommes pas tous lotis sur la même enseigne. On a des zones qui sont très arides. On peut adopter cette pratique-là. Donc, comment est-ce qu'on peut protéger nos sols? Il faut déjà savoir comment le sol fonctionne. Il faut observer la nature. Il faut comprendre que la nature n'a pas attendu tel que nous sommes là. La nature fonctionne déjà comme ça depuis des millénaires. Regardons nos forêts, telles que la forêt amazonienne, la forêt de Bornéo, la forêt telle que le bassin de Congo. Regardez comment ça fonctionne en circuit fermé, sans intervention humaine. On a des arbres comme ça qui sont majestueux, qui sont millénaires. Il y a la vie. Il y a de la vie, il y a de la biodiversité. Personne ne vient te dire qu'arroser ou labourer ou mettre de l'engrais. Il y a de la verdure, il y a de la vie. Donc il faut comprendre que la nature est tellement bien faite. La nature ne nous a pas attendus. C'est à partir du moment où l'homme intervient, à partir du moment où l'homme met la main, nous sommes tels que là. L'homme n'est que là pour détruire quoi. Donc, ce que je vais dire ici, je passe sur le contrôle texte. Ça, c'est une vidéo parlant de la microbiologie. La microbiologie n'est pas assez réputée. Vous aurez été plutôt les ingénieurs agronomes. Et lorsque vous allez voir un ingénieur agronome, il ne saura pas vous parler de la microbiologie, même ici en France. Je parle sur le contrôle d'un expert, un éminent expert, M. Claude Bouillon, qui était le seul promotionnaire en 1986 dans le département de la microbiologie. Parce qu'en 1986, lorsqu'il est arrivé, ils ont fermé le département de la microbiologie. Vous voyez qu'il y avait un conflit d'intérêts. La microbiologie vient contrecarrer tout ce qui est l'industrie, industrie chimique. Vous voyez qu'à la microbiologie, on demande de travailler avec la microfaune. Donc, quand ils se préoccupent du sol, et en se préoccupant du sol, vous voyez qu'ils sont plutôt les ennemis jurés de tous ces grands groupes que vous connaissez. Des semences, des produits phytosanitaires, des produits fongiques et même l'industrie mécanique. Ils ont fermé le département, ce qui fait qu'il était le seul en microbiologie. Ce monsieur a sillonné le monde entier. Il connaît tous les sols. Je suis ces séminaires. Je prends la connaissance à travers. Et aujourd'hui, que le monde est unanime. Beaucoup sont en train de revenir sur les anciennes pratiques, sur ces pratiques de protection du sol. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, il faudra que pour toi, ou pour vous qui allez vous intéresser à l'agriculture, sachez que l'arbre est le maître des sols. Peu importe ce que vous allez cultiver, il faudrait qu'il y ait des arbres. Observez la nature. Comment ça se passe? L'arbre est le maître du sol, des sols. C'est l'arbre à travers les feuilles qui tombent les feuilles qui tombent chaque année, les branches qui tombent chaque année, qui ne vont pas au sol. Vous avez quoi? Vous avez une faune, une première faune appelée la faune épigée, donc qui sont les scorpions, les scarabées, les coramboles, hein, les mille pattes, les chenilles, qui vont bouffer, bouffer ces feuilles-là, les feuilles, les branches qui vont bouffer, vont déféquer, donc vont lâcher les crottes. Vous avez une autre faune aussi qui est le mycélium. Donc le mycélium, les champignons. Ce sont les champignons qui sont donc à même de venir comme ça, bouffer ces crottes-là, bouffer les crottes, les transformer en humus. Et vous voyez que la faune épigée fonctionne en surface de la terre. Donc c'est une faune qui a besoin d'oxygène. Vous m'entendez à chaque fois vous dire qu'il y a des microbes, des bactéries,
certaines faunes qui ont besoin d'oxygène. Donc la faune épigée a besoin d'oxygène. Ils sont en surface de la terre. Donc, le champignon, donc qui est le mycélium, viendra manger cette crotte-là, transformer ça en humus. L'arbre qui est là, qui est mangé, c'est les racines. Vous voyez que les racines perforent le sol. Les racines vont en profondeur, perforer même les roches, avec, c'est-à-dire voilà, l'acidité que les racines dégagent, broie les roches, les transforme en argile. Vous voyez l'importance de l'arbre, des racines des arbres. Ça transforme les cailloux en argile. Les mêmes racines aussi sont intéressantes. Pourquoi? Parce que ça perfore le sol, ça va à des profondeurs. Ça permet en sorte que lorsqu'il pleut, d'introduire de l'eau, de permettre à ce que l'eau aille remplir la nappe phréatique. Ce que vous n'êtes pas en train de voir aujourd'hui. Vous voyez les causes, les conséquences des inondations. Vous voyez que quand il pleut aujourd'hui en Occident, il pleut pour 20 minutes, les villes sont inondées, les pays sont inondés, ça crée des dégâts parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de perméabilité des sols, la perméabilité des sols, les sols ne sont pas, il n'y a pas de porosité, l'eau ne s'infiltre pas. Donc vous voyez l'importance de l'arbre. Donc, j'ai dit qu'il y a une faune qui est épigée, il y a une autre faune qui est aussi endogée. La faune endogée aussi, c'est la même faune. C'est la même faune qui est au-dessus, mais elle est endogée, elle est maintenant anaérobique. Elle aussi, elle va bouffer les racines mortes là, elle permet de bouffer les racines mortes. Maintenant, le meilleur acteur, celui qui fait le sol, c'est qui? C'est le ver de terre. Le ver de terre, ici en Occident, c'est le ver de terre. Ici en Europe, c'est le ver de terre. Mais nous qui sommes en Afrique, c'est les termites. Donc, ce sont les termites. Je voudrais dire que les champignons font l'humus. On a dit les racines des arbres, les racines des arbres font l'argile. Vous avez déjà entendu parler du complexe argilo-humique. À chaque fois que je vous parle du complexe argilo-humique. Mais c'est qui fait donc la relation entre l'humus et l'argile? C'est le ver de terre. Chez nous en Afrique, ce sont les termites. Donc c'est le ver de terre qui va faire maintenant la relation entre l'argile et l'humus. Comment? Le ver de terre, donc, comme son rôle, vous voyez, soyez un peu curieux, marchez dans les forêts, vous allez voir les vers de terre. Les vers de terre, il y en a qui sont aussi endogés, il y en a qui sont épigés, il y en a qui sont endogés. Il y a des vers de terre qui font 2 mètres. Ici en Europe, vous avez des vers de terre qui font 2 mètres. Donc vous imaginez que les galeries de plus de 2 mètres, ça crée encore la porosité. Ça crée la porosité, ça permet à l'oxygène de pénétrer les sols. Donc le ver de terre, lui, il fait ses va-et-vient là, entre les profondeurs et les surfaces. Donc, en brassant, parce que lui, il fait quoi? Il brasse la terre. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que le meilleur laboureur, c'est le ver de terre. Ce ne sont pas les tracteurs. Donc le ver de terre, lui, fait ce travail de brassage de terre. Donc, brasse l'argile, brasse l'humus. Et le ver de terre, dans son organisme, il y a une glande qui s'appelle la glande de Morel. Il y a une glande qui s'appelle la glande de Morel et cette glande est chargée en calcium. Cette glande est chargée en calcium. Il faut savoir, pour les personnes qui ont fait la chimie, savent que l'humus est une charge négative, l'argile est une charge négative et la glande de Morel qui est chargée en calcium comporte 2 charges positives. Donc, quand le ver de terre absorbe le calcium, va absorber l'humus en faisant ce mélange-là dans son organisme, avec la glande qui est chargée en calcium, et en déféquant, cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est le ver de terre qui fait donc ce travail du complexe argilo-humique, parce que la charge négative se colle sur la charge positive, la charge négative d'humus se colle sur la charge positive du calcium, la charge négative d'argile se colle sur la charge positive de calcium, ça crée donc le complexe qui s'appelle le complexe argilo-humique. Donc c'est grâce au ver de terre que nous avons, c'est-à-dire que les sols. Donc vous voyez donc maintenant l'importance de la biodiversité, vous voyez l'importance de la microfaune et même de la faune. Donc quel est le travail qu'on fait lorsque ici, en Occident, ils viennent labourer avec les engins? Vous voyez qu'ils font le travail à l'envers.
quand ils viennent avec les tracteurs labourer, ils font quoi? Ils retournent la matière organique. Ils retournent la matière organique, ils enfuient au sol. La matière organique enfuie au sol. Je voudrais dire que la faune qui est en surface, dont la faune qui est en surface, qui est épigée, a besoin d'oxygène. Lorsqu'il retourne, cette faune qui a besoin d'oxygène s'étouffe, meurt, et renvoie maintenant la faune qui est endogée, qui n'a pas besoin d'oxygène, on le met en surface. Et la matière organique enfouie ne peut pas créer l'humus. C'est pour ça que le sol meurt ici, parce qu'ils enfouissent l'humus, ils enfouissent la matière organique au sol. On n'enfuit pas la matière organique. La matière organique doit rester en surface. La matière organique doit rester en surface. Donc l'erreur qu'ils commettent ici, c'est de retourner à chaque fois, retourner les sols. Lorsqu'ils retournent les sols, ils enfouissent la matière organique et ça ne peut pas se décomposer. Faites l'expérience parce que je vous ai dit que c'est les champignons qui broient la matière organique. C'est les champignons qui transforment les défections des coromboles en humus. Vous voyez que les champignons, eux, ils sont en surface. Vous allez voir que lorsque vous plantez un arbre, vous choquez un arbre au sol, la partie enfouie au sol n'est pas attaquée par les champignons parce que les champignons ne vivent pas en profondeur, les champignons vivent en surface. Donc, ce qu'il faudrait faire, comment nous devons protéger nos sols? Nous devons justement, comme je dis, éviter de venir à chaque fois retourner le sol, éviter d'enfouir la matière organique, d'apporter beaucoup plus de carbone. Vous devez comprendre que ce n'est pas l'azote. Ce n'est pas l'azote. On nous a l'industrie chimique est en train de nous faire comprendre qu'on a besoin d'azote pour pouvoir booster les plantes, pour pouvoir produire massivement. Non, on n'a pas besoin d'azote. La nature, le sol n'a pas besoin d'azote. Le sol a besoin de carbone. Et le carbone, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit, la matière végétale séchée. Les feuilles qui tombent, les branches qui tombent. Vous apportez, les restes, les restes de vos végétaux. Tu as fait un champ de maïs, tu te dois de laisser, la matière végétale au sol. C'est ça le carbone. En séchant, c'est ça le carbone. En se décomposant, comme j'ai dit, la microfaune vient broyer et ça fait le travail du complexe argilo-humique. Donc, il faut donc comprendre que ton sol n'a pas besoin d'azote. Lorsque tu viens mettre l'azote dans l'engrais chimique, je parle bien azote, engrais de synthèse. Hein. Lorsque tu viens mettre l'engrais de synthèse, ça tue toute la microfaune, ça tue les vers de terre, ça chasse les vers de terre, ça chasse les coromboles, ça chasse la vie biologique. Et le rôle justement de l'engrais chimique, lorsque tu le verses, ça multiplie, ça se minéralise par les bactéries, non? Ça crée beaucoup plus de bactéries. Les bactéries viennent minéraliser cet engrais-là. Lorsque il n'y a plus d'engrais, les bactéries vont donc bouffer ton humus, vont s'attaquer à l'humus. Et en s'attaquant à l'humus, c'est comme ça que ça crée le désert. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'humus, c'est le sable qui va rester. Donc, comment est-ce qu'on peut donc protéger nos sols? Protéger nos sols, c'est de planter de plus en plus d'arbres, d'apporter la biodiversité, de protéger les sols, de toujours couvrir le sol, de toujours nourrir le sol par la biomasse, par le carbone. Il faut bien retenir ça. Toujours nourrir le sol à le carbone. Le sol a besoin de carbone. Le sol a besoin de carbone, pourquoi? Pour nourrir la biodiversité. Donc nourrir, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appelé la faune épigée, la faune endogée, donc nourrir les vers de terre, nourrir les chenilles, les scarabées, les scorpions. Donc je voudrais que tu voies cette fois-ci, d'un autre œil, tous ces insectes-là. Il faudrait créer la biodiversité. Et à chaque fois, pailler le sol. Ne pas laisser le sol nu. Le sol ne doit pas être nu. Donc, c'est des techniques. La technique de conservation, c'est une technique. Pour vous qui faites dans les céréales, aujourd'hui, ici en Occident, ils ont des techniques où il y a toujours la couverture du sol. Ils ne labourent plus les sols. Il y a des matériels comme les rouleaux FACA où ils font la couverture du sol en broyant la végétation, en faisant des semis directs, sans labour, pour toujours laisser la matière organique au sol. Voilà sur cette vidéo ce que j'avais à partager sur
l'agriculture de conservation. Je reviendrai encore longuement dessus. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous intéresser à l'agriculture sans connaître les sols. Vous devez de connaître le sol, comment le sol fonctionne. Donc voilà ce que j'ai à partager. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé. J'ai dit, je reviendrai encore. Je ferai même d'autres vidéos, beaucoup plus de vidéos et encore plus détaillées pour qu'on puisse comprendre comment fonctionne le sol. Il faudrait plutôt maintenant qu'on ait la science. C'est la science qui doit revenir. On doit arrêter la chimie. On doit arrêter l'industrie mécanique. On a cru que c'est avec l'industrie mécanique qu'on pouvait produire. On ne produit pas assez à l'industrie mécanique. L'industrie mécanique ou l'industrie chimique vient détruire. Il est temps que les agriculteurs, qu'on nous apporte plutôt la science, qu'on apporte la science aux agriculteurs. On a besoin de science. On n'a pas besoin de chimie ni de gros engins. Ça vient détruire et dénaturer. Et on sait aujourd'hui que la production chimique, ce n'est pas ça qui est la meilleure. On voit les dégâts que ça cause sur le plan environnemental. On voit les dégâts que ça cause aussi sur le plan de la santé. Et même sur le plan financier, beaucoup d'agriculteurs ne s'en sortent pas avec cette technique. Donc voilà ce que j'avais à partager. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un pouce. Partage la vidéo autour de toi. Laisse-moi des commentaires si c'est des sujets comme ça qui t'intéressent. On va en parler beaucoup plus. On se doit d'aimer le sol et laisser un sol propre. C'est-à-dire aux prochaines générations, on doit fonctionner en symbiose avec notre sol. On doit, c'est-à-dire que voilà, je ne sais pas moi, voilà, essayer comme ça d'apporter la biodiversité, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on voilà, on manque beaucoup plus de biodiversité. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.